Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Annales d'Opale. C'est au coin du feu que je retrouve mon acolyte Cook. Bonjour à tous. Voilà, donc pour une nouvelle émission sans bébé qui crie derrière et par contre avec le chat qui risque de miauler. On peut pas tout Je vais te avoir. dire, il y a le chien qui va gratter à la porte, donc tu vois, on est raccord. Nickel. Encore Voilà, une fois. donc les auditeurs ne seront pas déstabilisés au final. Non, bah, c'est un feu qui est bien entouré. Ouais, voilà, bah avec beaucoup d'animaux forcément. Bon, bah, je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet, comme d'habitude. Hein. Bah voilà, Monsieur News, à toi. Bon alors, là j'ai une news qui va être un peu longue. Je vais faire des circonvolutions, mais parce qu'il y a des choses importantes à savoir quand même. Je vais vous parler de la sélection du prix Julia Verlanger pour 2020, évidemment, donc la sélection de cette année. Alors, pourquoi Julia Verlanger et qui est cette personne ou Verlanger, mais j'imagine que c'est Verlanger. Mais de toute façon, c'est pas son vrai Donc au nom, final, donc on va l'appeler à partir de maintenant. Oui, voilà, peu importe comment ça se prononce. Donc à partir de maintenant, je vais l'appeler Eliane Tayeb. Donc c'est une autrice française de science-fiction connue également pour son pseudonyme Gilles Thomas. Donc elle a aussi un nom masculin de plume. Donc cette personne est née le 7 décembre 1929, et elle est décédée à 55 ans le 3 septembre 1985. Alors pourquoi est-ce que je vous parle du personnage avant de vous parler du prix? C'est parce que forcément c'est lié, et les dates ont plus ou moins de l'importance. Donc en fait ce prix Julia Verlanger a été créé par son mari après sa mort, et lui-même quand il est décédé, le prix a continué à exister et actuellement il est présidé par Sarah Doc, qui est journaliste, traductrice et autrice francophone de nationalité belge. Elle a notamment obtenu le Grand Prix de l'Imaginaire en 2013 dans la catégorie traduction pour le roman La fille de l'automate de Paolo Bacigalupi. Bacigalupi, je sais pas, je ne prononce pas bien l'italien. c'est dur aujourd'hui les prénoms, les noms de famille. Hein. Ouais. Ah si, Eliane Tayeb, c'est Oui, facile. voilà, ouais, Et clairement. Gilles Ouais. Thomas aussi, tu C'est vois. vrai. Là-dessus, on est bon. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que elle a elle-même, donc Eliane Tayeb a elle-même gagné le prix Julia Verlanger en 96, donc 10 ans après sa mort à peu près, enfin 11 ans, pour son ouvrage Les cages de Bethléem, écrit sous le pseudonyme de Gilles Thomas. D'accord. Ça, j'ai trouvé ça très fort. Et elle a obtenu ce prix cette année-là parce que le jury a estimé qu'aucune parution de qualité n'est sortie cette année. Ah, carrément, ouais. D'accord, ok. Putain, c'est raide. Hein. Là, par contre, je suis un peu moins certain de la véracité des faits. Je vais pas regarder ce qui est sorti en 96, mais Ouais. ça me paraît un peu étonnant que pendant un an, il n'y a rien eu de... Mais bon, quelque part, c'est rendre hommage à cette femme, donc écrivaine de science-fiction française, qui est pas quelque chose d'habituel aujourd'hui, de plus en plus, heureusement, mais je pense qu'à l'époque où elle écrivait, tu peux en compter sur les doigts d'une main, quoi, des écrivaines connues de science-fiction française. Il y en avait certainement plus, mais de personnalités qui ont vraiment marqué la science-fiction à ce moment-là, j'en connais pas beaucoup. Alors, pour parler un peu de son œuvre, Eliane Tayeb, on peut dire qu'elle a notamment écrit D'un lieu lointain nommé Sol 3, Les voix d'Almagiel et Hors le monde, qui ont tous trois été adaptés en bande dessinée par les humanoïdes associés. Donc moi j'ai eu l'occasion de lire Hors le monde, et je crois que les voix d'Almagiel sont mélangées avec Hors le monde dans la BD. Je me semble avoir lu quelque chose là-dessus. Je dois avouer que ça m'a pas beaucoup marqué, que ce soit au niveau du dessin ou de l'histoire. C'était assez Ah ouais, ok. conventionnel dans le sens plutôt positif. Hein, j'ai pris du plaisir à le lire, mais c'est pas quelque chose que je relirais. Je crois que même que je l'ai revendu la BD. Donc voilà, mais ça vaut le coup d'y jeter un œil. Hein. Moi, j'avais passé un bon moment en le lisant, et puis C'est sûr.
Bah c'est quand même un bout de la science-fiction française, donc je trouve ça toujours intéressant de connaître les auteurs de notre pays. Pour finir, dernières infos sur le personnage et son œuvre surtout. Les éditions Brajlon ont réédité l'ensemble de son œuvre entre 2008 et 2010, avec la participation, alors ça c'est, je sors les gros noms, de Laurent Genefort, Serge Perrault, Xavier Dolo, Roland C. Wagner, Serge Brussolo et Stéphane Vull. Voilà. Ça vous donne un peu voilà, l'idée dans quelle sphère elle évolue, quoi. Ouais, voilà, c'est ouais, comme tu dis, ouais. On pose ça là, c'est ça. Faites-en ce que vous Donc voulez maintenant, le maintenant. prix en lui-même a été fondé en 86, donc un an après la mort d'Eliane Tayeb. Il est remis pendant les Utopiales de Nantes. Donc les Utopiales qui vont se dérouler cette année entre le 29 octobre et le 1er novembre 2020. Donc c'est très bientôt, c'est ce week-end je crois. Je vais vous expliquer un peu le fonctionnement cette année, parce qu'avec la crise sanitaire, il y a des choses qui doivent se mettre en place. Donc tout ce qui est rencontres, conférences, tables rondes, euh, on- tous ces événements ont une jauge à respecter en termes de public accueilli. Donc il faut bien s'inscrire sur Internet au préalable. Donc faut pas venir comme ça à l'arrache. Tiens, je vais aller voir telle conférence. Il faut vraiment s'inscrire pour que les organisateurs sachent combien de personnes ils accueillent pour pas dépasser les limites. D'ailleurs, sur leur site internet, donc des Utopiales de Nantes, c'est assez bien expliqué. En fait, il y a plusieurs sites où se déroulent les événements. Donc il faut bien prévoir le temps de trajet. Enfin voilà, il y a tout qui est expliqué. Ça a l'air d'être organisé aux petits oignons. Donc malgré l'épidémie, ils ont réussi à maintenir un événement physique. Donc c'est plutôt cool. Donc si vous comptez vous y rendre, c'est pas mal quand même de respecter leur organisation, puisque c'est dû être pas mal de boulot. Sachant que, au vu des derniers chiffres du virus, c'est pas dit que ce soit maintenu. J'imagine que oui, vu que c'est au dernier moment, mais voilà, c'est pas certain, quoi. Oh, tu sais, c'est un festival qui s'appelle Les Imaginaires, je crois, quelque chose comme ça, qui a été annulé là, je crois que c'était la semaine dernière, du jour au lendemain, hein. Enfin, tant que ça peut se faire avec les meilleures conditions possibles. Donc le prix a quand même récompensé plusieurs grands noms de la littérature de l'imaginaire. Donc là, j'ai relevé que ceux que je connaissais bien. Marie Gentel, Neil Gaiman et Pierre Bordage. Donc c'est pareil, hein, c'est pas des prix qu'on donne à n'importe qui. Donc le prix cette année sera remis le 30 octobre à 19h30. Donc les ouvrages sélectionnés sont Sémiosis de Sue Burke. Donc c'est une traduction de Florence Bury. C'est les éditions Albin Michel Imaginaire. On a le journal d'un assassin de Martha Wells. Traduction de Mathilde Montier, édition La Talente. Le prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Traduction de Jean-Baptiste Berner, édition de Saxus. Le long voyage de Claire Duvivier, édition aux Forges de Vulcain. Donc il y a aussi des petites maisons d'édition. Enfin, quand je dis petite, je parle en termes de... On va dire moyenne plutôt. Ouais, plutôt moyenne, ouais, parce qu'on n'est pas vraiment sur du petit, puis il commence quand même à avoir un nom assez connu dans le milieu. On a ensuite Aurora de Kim Stanley Robinson, traduction de Florence Dolissi, édition Brajlon, et Yardam d'Aurélie Wellenstein, édition Scrinéo. Il y a quand même beaucoup d'ouvrages traduits pour un prix francophone. Je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a quand même De quoi faire. beaucoup de titres qui sortent en français. Après, je suppose qu'il y a des raisons et que c'est peut-être lié aussi au goût du jury. Donc voilà, mais bon, je trouve ça toujours étonnant qu'on mette autant de traductions alors que j'ai l'impression que les littératures de l'imaginaire francophones se sont jamais aussi bien portées. Enfin, peut-être à part dans les années 70 et encore, enfin la vision par rapport à ces littératures a pas mal évolué depuis, donc
Bah, je trouve ça un peu dommage, mais ils ont certainement leur raison, donc bonne chance à tous. C'est vrai. Écoute, on parlera des résultats sans doute dans la prochaine émission, Ouais, de toute j'essaye façon. de suivre ça en temps et en heure. Ok. Eh ben merci pour cette news, ouais, c'est vrai que bon, c'est toujours bien de parler des festoches qui ont lieu en général, parce que là c'est vrai qu'avec la crise c'est un petit peu compliqué, hein, et ça permet de suivre aussi ce qui sort au final, c'est bien ça. C'est des lieux où les gens peuvent se rencontrer, discuter, donc le fait que on puisse pas les faire en physique, ça enlève quand même une bonne partie de l'intérêt de ces festivals, qui est quand même la rencontre Mhm. des artistes qui viennent présenter leurs œuvres, soit pour des prix, soit pour de la promotion, mais aussi nouer des contacts avec des gens qui aiment la même chose que toi, tout simplement. Enfin, Ouais, ouais, c'est quand clairement, ouais. même l'intérêt de ce genre de lieu. C'est vrai. Bon, et ben écoute, maintenant je pense qu'on va passer aux parutions. C'était tout au niveau des news, hein, on est d'accord. Ah bah si tu veux, je fais plus long, mais Ouais, je trouve que ça manque un petit peu quand même. Non, non, très bien. j'essaye d'être le plus concis possible. Ah, mais c'est bien, c'est toujours bien de développer. Donc parce que moi pour les parutions, je vais parler du coup des trucs qui sont déjà sortis ce mois-là, parce qu'il y a des choses assez intéressantes dont je voulais parler, et notamment un bouquin de Terry Pratchett, hein. Je pouvais pas passer à côté, c'était pas possible. Et donc le 22 octobre sort ou est sorti, je suis complètement paumé au niveau des dates, hein, j'avoue, non mais est sorti déjà, aux éditions de la Talente, les archives d'Ankh-Morpork, volume 1. Donc c'est Terry Pratchett de Stephen Briggs, avec l'accent, superbe accent. Et donc c'est un joli bouquin, hein, j'ai eu l'occasion de jeter un œil à la bête. Et donc c'est des textes inédits, puisque bon, ils ont jamais été édités en France, avec des illustrations de Paul Kidby, pardon, qui est, je crois, l'illustrateur officiel de Sir Terry Pratchett. Et donc bon, bah, pour vous pitcher un peu le truc, c'est l'ouvrage nous renseignera entre autres sur tout ce qu'on doit ou envie de savoir sur les pratiques de certaines institutions d'Ankh-Morpork. Donc du coup, on y trouve où se faire servir les meilleurs rats de la ville. Ça me fait toujours marrer ça. Et on y découvre les mystères aquatiques de ces boîtes aux lettres. Et on y apprend pourquoi aucun garçon, ni aucune fille d'ailleurs, de la guilde des assassins n'a le droit de garder un triton de plus de 12 cm et demi de long. Ah, c'est des questions importantes quand même. Bah, puis très instructives. En plus de ça, Ouais. je pense qu'il fallait faire le tour de la question. Et c'est bien qu'on ait des réponses à tout ça, hein, au final. Donc, non, je pense que ça sera toujours aussi déjanté, mais toujours aussi instructif, par contre, parce que bon, bah, voilà, ça c'est la particularité du monsieur. Donc voilà, je répète, c'est sorti le 22 octobre, et c'est vraiment un très très beau bouquin avec un format un peu bizarre, hein. Ça, dans les bibliothèques, bon, qui suis assez maniaque de ça, ça dépasse. Ça dépasse un peu, en haut et en bas, mais non, non, j'aime pas, Ethno, il aime pas ça, quand ça dépasse. ça me Si ça stresse après. dépasse, il coupe. Donc, et pareil, donc le 16 octobre est sorti, et ça j'en parle parce que je suis un très grand fan de Stephen King. Et est sorti donc le 16 un recueil de nouvelles qui s'appelle Shining in the Dark. Et donc c'est une anthologie de nouvelles qui a été éditée par Lilja, de la Lilja's Library en fait, et qui est ainsi dédiée à l'actualité de Stephen King depuis 1996. Est-ce qu'on peut encore parler d'actualité du coup? Ils sont un peu Non, comme mais nous quoi, c'est de la viande froide, hop, ouais, actualité, ouais, c'est ouais, parti. voilà, ouais. Ça manque de rame en fait. Donc en fait, pour expliquer un peu le truc, c'était pour fêter ses 20 ans, les 20 ans de son site, elle avait regroupé. Ah oui, est-ce que tu me disais les 20 ans de Stephen King, l'homme qui Ouais, rajeunit exactement, ouais, c'est ça, à rebours. Et donc elle regroupe des écrits de Clive Barker. Je vais citer que les plus gros noms, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal. Donc Clive Barker, Ramsey Campbell, Alan Poe, ou encore, alors putain, ça c'est vrai que pour la prononciation, John Lindquist, je crois que ça se dit comme ça, c'est un Suédois, tu dois savoir toi comment on prononce ça. Lindquist avec un I ou avec un Y le premier I. Je pense c'est un Avec I, un hein. I, Ouais, c'est avec un I. Lindquist. Voilà, c'est ça. C'est celui qui a écrit Laisse-moi entrer. Donc voilà, ça c'était pour les plus connus. Et en fait, donc à la base, le livre est sorti en 2017, mais il arrive que chez nous maintenant. Donc avec un tout petit peu de retard, hein. Et ça a été édité aux éditions Actu SF. Ok, et bah c'est cool, hein, comme d'habitude. Vous savez quoi lire.
Voilà, ouais, en plus c'est du tout frais, hein. Malgré qu'on rigole pour celui de Shining in the Dark, ça vient d'arriver. En parlant de choses qui vont vous donner envie de lire, on passe aux chroniques. Eh ben allez, je t'en prie. Alors on va inaugurer une rubrique un peu particulière dans les chroniques, puisque je vais faire une contre-chronique. Donc en fait, je vais revenir sur un ouvrage que Ethno a déjà chroniqué. Après, le terme contre-chronique est pas forcément le meilleur, puisque dans l'ensemble, je pense qu'on va être assez d'accord sur l'ouvrage en question. Mhm. Mais je savais pas encore comment l'appeler, donc peut-être que cette chronique sera vouée à évoluer. Alors on va peut-être faire un petit point, quel est l'intérêt de rechroniquer quelque chose dont on a déjà parlé. C'est pour ajouter mon point de vue, puisque nous faisons de la chronique, on donne pas des avis, si justement on donne des avis, et on ne donne pas la vérité vraie. C'est bien dit, c'est bien dit. Si moi j'adore un roman, mais qu'en fait il est tout pourri, je vais quand même dire que je l'adore. Donc après je pourrais minorer mon attirance pour ce livre parce que il y a des problèmes de syntaxe, etc. Mais bon, globalement on essaie de vous parler de choses qu'on aime, puisque je sais pas toi, mais moi quand j'aime pas un roman, c'est rare que j'aille au bout. Bah déjà pour commencer, après personnellement ça engage que moi, mais c'est vrai que si je prends la parole avec toi aussi, c'est pour partager des choses que j'aime. J'estime de pas avoir le temps de parler de trucs que j'aime pas. À moins que ce soit vraiment rigolo à aborder, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, ouais, non mais c'est sûr. Donc voilà, l'idée c'est de donner mon point de vue sur un ouvrage qui, d'ailleurs, c'est toi qui m'a poussé à lire ce livre. Donc je vais donner le titre maintenant, comme ça il y aura plus de suspense. Normalement ce sera dans le titre, donc il y en a déjà plus. C'est la grosse hype de fou, ouais. Donc c'est Hyperborée et Poséidonis de Clark Ashton Smith, donc le recueil sorti par Helios, si j'ai pas de bêtises. Oui. C'était un Mnemos, et il me semble qu'il est sorti après en format poche, et c'est la collection Helios. Hein. Exactement, ouais, c'est le format poche que j'avais. Donc, je vais pas revenir sur tout ce que t'as dit, sachant que j'en ai un peu reparlé quand j'avais chroniqué Zotique. Je pense que je peux vous dire d'avance qu'on va chroniquer le dernier ouvrage qui a été édité dans cette collection-là, qui est Averogne. Donc, ce sera peut-être pas la prochaine chronique, mais peut-être la suivante. Je sais pas encore dans quel ordre je vais le faire. Mais voilà, je vais vous en parler aussi. Donc, mais en fait, je vais pas... excuse-moi de te couper, mais t'auras tout lu, quoi. Tout ce qui est sorti là récemment, puisqu'il y a d'autres choses en fait qu'il a écrit, Clark Ashton Smith, tout en sachant qu'il y a une partie de sa littérature qui a rien à voir avec la littérature de l'imaginaire. Enfin, quand je dis ça, de lui, il aurait peut-être pas la même vision des choses. C'est sûr. Mais en tout cas, c'est pas forcément dans nos sphères directes. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on n'aura pas abordées. Et ça mène à un autre point, c'est assez frustrant de parler de cet auteur-là, je trouve, en quelques minutes, et de parler de ses œuvres un peu de manière comme si elles étaient pensées individuellement, que dans leur case, etc. Parce que finalement, c'est un auteur qui gagne à être étudié de manière plus globale, je pense. Mais on verra ça peut-être plus tard, un jour. Oui. Pas tout de suite. Voilà. Donc on va pas faire plus long comme introduction. Je vais revenir sur certains points que tu as soulevés dans ta chronique. Donc je vais ajouter des choses à ce que tu as dit. Et je vais aussi vous parler de certains thèmes qui me paraissent importants à l'intérieur d'Hyperborée et Poséidonis, qui sont en fait deux recueils de nouvelles distincts, mais qu'on peut lire à la suite, il y a une certaine logique. Et donc ces thèmes sont présents dans ces deux recueils, mais également dans les autres univers qu'a pensé Clark Ashton Smith. Donc je vais revenir premièrement sur la comparaison avec Lovecraft. Parce que, comme on le dit à chaque fois, c'est difficile de pas en parler. Ouais, c'est sûr. Donc on a déjà parlé du style très littéraire d'Ashton que ne possédait pas Lovecraft. Donc avec des descriptions très riches, un vocabulaire très précis. Et en fait, cette manière d'écrire, qui veut aller un peu au-delà de ce qui se fait à cette époque-là en littérature de l'imaginaire,
qui, je rappelle, n'existe pas en tant que tel. Ça lui a valu pas mal de problèmes pour ses premières publications dans Weird Tale, puisque Farnsworth Wright, qui dirigeait le magazine, considérait le travail de Smith trop compliqué pour le lectorat du magazine, justement. Et en fait, nombre des nouvelles qui sont présents dans le recueil ont tout d'abord été refusées par Wright. Et il a vraiment fallu que Lovecraft mette un peu son grain de sel pour que il dise voilà, faut quand même le publier, c'est un truc important, etc. Donc je trouve ça assez en fait représentatif de la relation entre Smith et Lovecraft, où Smith voit vraiment Lovecraft comme une sorte de mentor. Au début en tout cas, après il s'en écarte peut-être un peu, mais il y a cette relation d'un peu de maître et d'élève quand même, bien que je trouve que l'élève ait largement dépassé le maître. C'est quelque chose qui est assez important, j'ai l'impression, dans l'évolution de Smith, dans son évolution littéraire. Et ça pourrait faire un épisode entier, donc je vais pas aller rentrer dans le détail, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Même si encore une fois, moi je trouve que Smith est plus talentueux, on va dire. Pas plus important, mais plus talentueux. Là, ça en jette plus, quoi. C'est sûr que bon. Ah bah clairement, moi je me délecte quand je lis du Smith, alors que Lovecraft, j'ai vraiment l'impression de manger de la purée sans goût, tu vois. Fais gaffe parce que tu dis, ce serait bien qu'on conserve notre auditoria quand même, je sais pas trop comment on dit, mais nos auditeurs, ce serait pas mal. Il fallait que je fais toujours une comparaison à un moment ou à un autre. Voilà, donc là c'était la comparaison culinaire. Voilà, exactement. Culinaire, ouais, c'est vrai. Dans ses correspondances, Smith insiste, donc là je suis toujours dans le style et l'écriture, donc il insiste sur l'importance de trouver le ton d'un récit et le maintenir jusqu'à la fin. Et je trouve que c'est l'une des forces de Smith, qu'on retrouve encore une fois dans Hyperborée et Poséidonis, c'est que chaque nouvelle a une atmosphère et un ton particulier, et ces textes les plus réussis parviennent justement à vraiment garder l'esprit qu'on a au départ de la nouvelle jusqu'à la fin. C'est pas toujours le cas, enfin je trouve que c'est pas toujours complètement réussi, mais globalement il arrive à diversifier un peu ses registres, chose que je retrouve pas chez Lovecraft, pour finir avec les comparaisons du grand Lovecraft. En général, quand je lis du Lovecraft, je m'attends toujours à avoir ma purée, et j'ai toujours ma purée. Alors qu'avec Smith, des fois, je m'attends à avoir... comme ça, c'est clair, tu vois, ça permet de faire des bonnes analogies. Oui, clairement, ouais. C'est ça. Alors que quand je lis du Smith, je m'attends à avoir des haricots, et je termine avec un gratin de pommes de terre. Voilà. Donc du coup, il y a toujours ce truc de... je sais comment ça démarre, je sais pas trop comment ça finit, mais dans tous les cas, ça va avoir un goût plutôt agréable. Tu finis toujours par un dessert, quoi. C'est ça, voilà, j'en reprends toujours à la fin. Alors, il arrive à faire ce tour de force, en partie grâce à l'utilisation des termes parfois archaïques, qui permet d'immerger le lecteur dans un monde autre que celui dans lequel on se trouve, hein, tout simplement, même dans les quelques nouvelles qui prennent au moins une partie de leur intrigue dans notre monde contemporain. On a toujours cette patte, la patte Smith, quelque chose d'assez brumeux, mais en même temps de très flamboyant, une espèce de mélancolie, une mélancolie flamboyante, c'est un peu ce que... Moi je crois que c'est bien dit, ouais. Ouais, c'est comme ça que je le vois en tout cas, et j'étais assez content là dans l'ouvrage de chez Helios, à la fin du livre, on a une note d'intention du traducteur Vincent Basset
la forme en fait des textes de Smith. C'est très court, hein, c'est 1 page et demie, donc c'est pas très détaillé non plus. Mais je trouve ça bien que on donne la parole au traducteur, parce que pour le coup il a fait un travail vraiment impressionnant. Comme je l'avais dit déjà plusieurs fois, les textes de Smith sont tellement riches que en fait j'ai pas l'impression de lire de la littérature anglo-saxonne traduite. J'ai vraiment l'impression de lire un auteur, je pourrais pas définir sa nationalité si on me disait pas qu'il était américain. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc je pense qu'il y a à la fois la richesse du texte de Smith et puis la compétence du traducteur qui a réussi à reprendre l'essence en fait du texte et de nous délivrer quelque chose du plus le plus proche de ce que voulait faire Smith, à mon avis. Bon, c'est un truc qu'il faudrait peut-être que je lise en anglais un jour pour me faire vraiment une idée, mais voilà, à chaque fois ça me scotche quand je lis, enfin quand je me rappelle que c'est une traduction, quoi. Tu parlais aussi de la passivité des personnages, donc là on reste plutôt dans le récit lui-même, donc la passivité des personnages notamment principaux. Alors j'aurais tendance à dire que pour Zotic j'étais assez d'accord, pour Hyperborée et Poséidonis beaucoup moins. Y a quand même beaucoup de personnages qui essayent justement de lutter contre les événements inéluctables, puisqu'on rappelle, dans les 2 cas, on parle d'îles atlantes qui vont se faire engloutir, enfin qui vont disparaître, et tout le monde le sait, et chacun essaye de vivre avec ça, en fait, à son niveau. Il y en a qui s'en foutent dans l'histoire, mais ça pèse toujours en fait sur les récits des recueils. Je prends par exemple au hasard le personnage de Maligris, qui est le prototype des archimages d'Ashton, qui recherche les limites de son pouvoir dans la dernière incantation, et lui il a atteint un stade de sagesse et de puissance assez incroyable, mais il va quand même, il va se rendre compte que ça ne le satisfait plus. Donc là, il était dans la partie passive, on va dire, et il va rentrer dans la partie active en essayant de trouver le moyen de se mettre en danger, d'apprendre des nouvelles choses. Voilà, donc c'était pour revenir sur la passivité des personnages, qui pour le coup, je les trouve moins passifs que chez Lovecraft, par exemple. Ouais. Qui, eux, subissent beaucoup plus les événements. Ouais. Ça m'amène à un autre point, ces personnages qui se répondent en fait d'histoire en histoire. C'est la continuité des univers de Clark Ashton Smith. Ça, j'en ai déjà parlé un petit peu aussi. Il n'y a pas de lien direct entre les univers de Smith, mais il y a des éléments qui se répondent. Je pense au livre d'Eibon, par exemple, qu'on retrouve dans Averrogne et également dans Hyperborée. C'est un peu son Necronomicon, si vous voulez. Ouais, c'est pour ça. Faire simple. T'en avais parlé aussi. Et il y a surtout des espèces d'histoires parallèles de personnages qui vont suivre un peu le même cheminement, quel que soit l'univers qu'ils traitent. Donc là, on pourrait se rapprocher d'une analyse thématique, mais on va pas le faire. Et ça répond aussi à une technique d'écriture que Howard pratique également. Donc le créateur de Conan, Kull, je pense que vous voyez qui c'est. Qui ça? Ouais, c'est un petit texan. Ah, oui, vous devriez lire, c'est pas mal, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Ouais, il a fait 2-3 trucs, je crois. Donc là, c'est la géographie imaginaire qui est un miroir en fait du monde réel, puisqu'on parle très souvent chez Smith ou chez Howard de contrées qui existent soit dans les mythes de l'humanité, soit qui sont inventées, mais qui vont répondre à des civilisations, enfin qui vont faire écho à des civilisations déjà existantes. Donc ça veut pas dire que tous les univers et les décors que Smith va créer va forcément puiser dans le monde tel qu'il est ou qu'il était. D'une certaine manière si, puisque t'inventes pas ex nihilo, mais voilà, c'est pas toujours évident de faire des liens avec le monde réel, mais on a quand même des éléments qui sont vraiment ancrés dans notre monde. Je pense par exemple à la planète Sphanomoe, qui est le nom Atlante de Vénus.
qui est également incarné dans une statue dans le site d'Averogne. Donc là, c'est pour montrer qu'il y a des liens entre les univers et qui... Bah là, t'as vraiment la planète en tant que telle, un nom inventé pour la placer dans une civilisation perdue, qui en même temps renvoie à la déesse Vénus qu'on retrouve sous forme de statue. Enfin voilà, c'est pour vous montrer en fait les liens qu'il est capable de créer entre ses œuvres, sans que pour autant il y ait un lien direct entre tous ces éléments. Mais ça fait partie en fait de la mythologie, si on pourrait dire, de Smith, même si le terme est assez faux. Donc un autre élément qui est assez répandu dans la littérature de Smith, c'est la fatalité et le déluge. Donc, puisqu'Hyperborée et Poséidonis sont deux îles qui vont être englouties par les flots, et si on reprend Zotique, c'est pareil, c'est un monde qui est sur le déclin. Donc là, on a la présence du thème de l'Atlantide, qui était assez fréquent à l'époque, hein, on pense aussi à Howard. C'est vrai, ouais. Et ça Entre m'a autres, fait hein. penser également à un petit auteur aussi britannique, celui-là, qui a écrit un truc qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux, je crois. Je sais pas si ça te parle. Les anneaux, t'es sûr? Ouais, je crois que c'est Les Anneaux. Il me semble aussi, ouais, carrément. Ouais. Et en fait, ça m'a fait beaucoup penser au destin de Numénor. Donc Numénor, c'est c'est un peuple, les Numénoréens, qui sont sur une île. Donc c'est dans le Silmarillion que ça se passe tout ça. Et c'est une civilisation brillante qui va se faire engloutir par l'océan à la suite de choix malencontreux qui impliquent le prince des ténèbres, Morgoth, etc. On reparlera certainement un jour du Silmarillion, donc on va pas là non plus rentrer dans le détail. Mais sur le coup, j'y avais pas pensé en lisant le Silmarillion, et là c'est en relisant, j'ai relu il y a pas longtemps, et ensuite j'ai enchaîné avec Smith, et c'est vrai que c'est un thème qui est quand même assez fréquent à l'époque, mais pas que dans la littérature de l'imaginaire, hein, dans d'autres sphères littéraires et scientifiques. Ce thème de l'Atlantide a quelque chose d'assez fascinant pour les écrivains de l'époque. Donc en gros, on est entre 1930 et 1960, hein, pour faire large. Donc la fatalité s'exprime également dans le destin des personnages, surtout des personnages peu vertueux. On pense au destin d'Azul Vutokan, dans L'infortune d'Azul Vutokan, justement, qui est en gros un avare qui adore les belles pierres et qui finit assez mal à cause justement de son avarice. Ouais, elle est géniale celle-là. Ouais, elle est vraiment pas mal. Moi, elle m'a fait penser un peu à du Pratchett, mais qui finit mal. Oui, exactement, ouais, c'est ça, ouais, beaucoup plus sombre. C'est ça. Donc, soit des personnages peu vertueux ou des personnages trop fiers, comme dans les 7 Geasa. Donc, Geasa, c'est un terme celtique. Donc là, ça renvoie à ce que je disais plus tôt par rapport au vocabulaire assez rare et ancien que Smith utilise pour nous dépayser et nous amener dans des univers dont on n'a pas l'habitude. D'ailleurs, c'est un terme qui est un peu compliqué à manier, puisque voilà, c'est des détails linguistiques, mais en gros, il peut vouloir dire un certain nombre de choses sous différentes formes. Enfin, je vous laisserai chercher si ça vous intéresse. Le destin est d'ailleurs un élément important d'un des ouvrages qui a le plus influencé Smith. Il s'agit du recueil Le Livre des Merveilles de l'auteur irlandais Lord Dunsany, je pense, qui est paru en 1912. Dans ces récits, ceux qui tirent profit d'actes criminels sont punis directement par les dieux. Donc ça, il y a une explication un peu plus approfondie sur ce thème-là dans la postface qu'on trouve dans le livre sorti chez Helios, postface de Sunand Triambak Joshi. Moi je connaissais juste St. Joshi, maintenant je sais son nom. Voilà. Voilà, et le dernier point que je voulais apporter, un autre thème qui est inhérent en fait à l'écriture de
de Smith qui est liée à cette forme mélancolique, flamboyante dont je parlais. C'est la nostalgie, qui se traduit par l'inversion du mythe du progrès, c'est-à-dire que l'humanité aurait régressé depuis la disparition d'Hyperborée. Donc Hyperborée, on serait arrivé à une espèce de paroxysme spirituel, intellectuel, scientifique, culturel de l'humanité. Et quand l'île, qui, je rappelle, serait placée au Groenland, s'est fait engloutir, en fait, tout le génie de l'humanité aurait été détruit et on aurait été renvoyé à un espèce de passé préhistorique, et ensuite le monde aurait continué sa route jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un thème qui est repris dans une des nouvelles, le Grand Cru de l'Atlantide, où la nostalgie peut s'avérer également dangereuse, c'est-à-dire qu'elle va amener l'équipage d'un navire à s'auto-immerger et se noyer dans l'océan, en ayant des visions en fait de ce qu'a été le monde avant eux. Donc une espèce de fascination, un peu comme les auteurs de cette époque pour l'Atlantide, qui dépasse qui dépasse la raison, qui dépasse le progrès finalement. Et je sais que Smith avait une vision assez pessimiste de l'évolution du monde, par rapport à sa littérature et au fantastique. D'ailleurs, on peut lire dans la préface de Scott Connor, donc là je cite Smith, « Le romantisme est une révolte, l'esprit prométhéen cherchant encore et toujours à abattre les dieux de la banalité et du marché. » Donc face au dédain du monde littéraire par rapport aux littératures de l'imaginaire, Smith va critiquer en fait les institutions, donc la religion dans la porte de Saturne, vers Saturne par exemple, le capitalisme dans l'infortune d'Afzul Utokan, comme on en a parlé un peu plus tôt, ou complètement l'État d'un point de vue général dans le testament d'Athamos. Pour cette dernière nouvelle, on assiste en fait à l'impuissance d'un État ancien qui est complètement décadent face à une menace fantastique, je n'en dis pas plus, qui m'a fait un petit peu penser à la situation actuelle avec le Covid. C'est-à-dire qu'on est face à une situation inédite dont on ne sait pas trop comment se sortir, et on va prendre, là pour le coup, toujours la même décision qui aura toujours le même effet et qui va pas régler la situation. Alors je dis pas que c'est complètement calqué sur ce qui se passe actuellement, mais il y a quand même des choses qui se répondent. Et là je trouve ça assez intéressant, cette position de Smith par rapport à la littérature, et plus particulièrement la littérature de l'imaginaire, parce qu'elle me fait penser également un peu à la position de Tolkien, qui démontre dans Faerie, donc le texte dont j'avais parlé il y a quelques épisodes de cela. Tolkien arrive à en parler de manière peut-être moins... de manière plus positive. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est quand même beaucoup plus optimiste par rapport à la marche du monde, avec toute sa théorie sur le cas catastrophe, etc. Là où Smith, ça sent déjà dans ses textes vraiment une vision négative sur l'évolution de la société contemporaine. Et je peux me tromper, mais je pense, excuse-moi de te couper, mais je pense que c'est peut-être aussi dû parce que Smith, il me semble, avait eu une enfance quand même assez, puis une vie pas très 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 marrante. Alors est-ce que justement cet état d'esprit-là se reflète pas sur sa manière d'écrire? Ah si, je pense complètement. Ouais, ça allait être mon dernier point, c'est que, un auteur va souvent aussi parler de ses expériences, donc sans doute, vu les thèmes qu'on peut ressortir, par exemple. L'analyse des personnages féminins chez Smith pour être assez intéressante à ce niveau-là, mais je me le garde pour plus tard. Enfin voilà, il y a tout un tas de sous-thèmes dans sa littérature qui laissent penser qu'effectivement sa littérature est négative, fait ressortir la partie négative de l'humanité, parce que lui-même a vécu des trucs, t'en avais déjà bien parlé la première fois que t'as chroniqué un ouvrage de Smith. Il a vécu des choses qui sont quand même très difficiles. Donc effectivement, je pense que c'est lié. Mais il avait quand même une vision... là, je vous ai pas cité tout ce qu'on peut sortir
parce que c'est quelqu'un qui a été pas mal étudié, notamment aux États-Unis. Et il avait quand même une vision très critique du monde dans lequel il vivait. Donc il avait quand même c'était pas que du ressenti vis-à-vis de son existence. Il y avait aussi une réflexion sur la marche du monde. Ah ouais, bien sûr. Moi, c'était quelqu'un de très intelligent aussi. Voilà, j'espère que j'ai pas fait trop long. Non, mais j'ai trouvé ça super intéressant, tu vois. T'es parti sur des terrains où je suis pas allé. Et non, merci professeur. Mais de rien, c'est... Non, très intéressant en tout cas. Bah, je vais vous parler d'un autre truc, enfin d'un autre genre, hein, parce que là on va carrément être aux antipodes, même si la partie pessimiste se retrouve dans le bouquin dont je vais vous parler, qui est La Route de Cormac alors, McCarthy. est-ce que tu sais qu'il a cité dans ses influences Ursula Le Guin? Eh ben absolument pas, non. Et bah ça fait partie des auteurs qui ont toujours dit qu'ils étaient assez influencés par son vois, écriture. ça ne se voit absolument pas. Enfin, pas dans ce roman en tout cas, tu vois. Parce que là, on est sur sur du lourd et sur du très lourd, hein, parce que du coup, La Route, c'est un roman post-apo, pour ceux qui ne le savent pas, et qui a reçu le prix Pulitzer en 2007, et qui fait figure de référence en la matière. Hein. Concrètement, quand on cherche à lire du post-apo et qu'on commence à faire des recherches, c'est l'un des premiers qui ressort. Hein. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'avec La Route, on tient le roman le plus simple du monde à résumer, et je vais vous le résumer, alors soyez prêts parce que ça va vraiment être très rapide. Il s'agit d'un père et de son fils qui errent sur les routes d'une terre dévastée, et dont le seul objectif, hormis celle de survivre à des cannibales, est d'atteindre la chaleur de la côte. Merci, bonsoir. Voilà, c'était ma chronique. Donc, heureusement pour nous, le contenu est plus conséquent que le résumé du bouquin, hein, vous en doutez. Et voilà. Donc, concrètement, c'est un livre qui a énormément fait parler de lui, puisque le minimalisme prime tout au long de l'histoire, hein, vraiment concrètement. Donc c'est du minimalisme dans les détails, dans le texte, et surtout dans les dialogues. Mais pour autant, La Route est pas dénuée de sens, à défaut d'être dénuée d'humanité dans le texte, et encore. Justement, je pense que l'auteur est quelque part un humaniste, où en fait, même si au premier coup d'œil ça se voit pas, tellement le texte est lourd et pesant, mais au final, il arrive quand même à nous faire poser certaines questions justement en rapport avec cette notion d'humanité, hein, parce que ça transpire vraiment tout au long. Donc en gros, que reste-t-il une fois que l'humanité a disparu, mais l'humanité dans le sens humain, hein, et que peut-on reconstruire là-dessus? Et si oui, et si on peut reconstruire quelque chose là-dessus, quand, comment et où? Donc, quand même des grosses questions existentielles. Donc avec La Route, sans mauvais jeu de mots, on prend l'histoire en cours, hein, parce que l'apocalypse a déjà eu lieu, depuis longtemps, et on sent que de toute façon, on n'aura pas de réponse à cet apocalypse, que on est catapulté dedans et que finalement ça sera vraiment une toile de fond. Et voilà, hein, on sait que c'est le genre de bouquin que et c'est tellement pessimiste que ça sera badant tout au long de l'histoire, hein. Et voilà, on est projeté vraiment dans ce monde apocalyptique avec des personnages qui eux ont gardé quand même une petite notion d'humanité. Donc La Route, c'est un moment de vie plus qu'une histoire post-apocalyptique, hein, ou plutôt de survie où les personnages se trimballent des fringues, un caddie et un flingue avec juste seulement 2 bastos dans le chargeur, et je défie tous les fans de Marie Kondo de faire plus minimaliste que ça, concrètement. Ça devient compliqué, hein. Donc le monde décrit dans le livre est à l'image de ce qui est devenu le monde en fait, hein, c'est-à-dire quelque chose de mort, de désolé et de sans lumière, parce que le monde baigne dans une grisaille vraiment constante et est chargé de cendres, des cendres qui sont dues au cataclysme en fait. Le danger, je trouve, donc à chaque peau, à chaque page,
elle livre concrètement est vraiment très très oppressant. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas le temps de se reposer. C'est pas une lecture détente. Hein. Et dans les rares moments d'accalmie, le lecteur arrive plus ou moins à se reposer avec les personnages au gré de leur bivouac, de fortune, et voilà. Mais malgré ces arrêts, concrètement, rien n'est reposant, vu que le père et son fils sont généralement confrontés à la pluie, au froid, à la neige, et quand c'est pas tout ça, c'est soit aux cannibales et aux gens qui veulent les détrousser, voilà. Donc concrètement, ils sont toujours trempés jusqu'aux os. Et quand ils repartent, on repart en tension, parce que le récit comporte quand même un peu d'action, même si c'est pas vraiment le but de l'histoire, hein. Mais bon, il faut bien maintenir quand même l'intérêt du lecteur, du lecteur, parce que finalement, même sans dire que c'est quelque chose de contemplatif, on a quand même quelque chose, un texte qui est relativement posé. Donc, comme je le disais, les personnages ils vont partir après leur bivouac, hein, parce qu'ils sont forcément obligés d'avancer à la quête de la chaleur du sud, mais ils vont quand même faire des découvertes. Donc c'est des découvertes qui sont souvent morbides et dangereuses, mais aussi, un peu moins souvent, salvatrices le temps de quelques pages, parce qu'il faut bien quand même qu'il leur arrive des trucs de positifs à ces braves gens. Concernant le texte en lui-même, encore une fois, il a l'image des personnages et des efforts qu'ils doivent fournir pour survivre, c'est-à-dire que c'est un texte, entre gros guillemets, très économique, avec des phrases très courtes et des dialogues vraiment réduits à l'extrême, qui souvent se résument à des questions-réponses. Donc c'est quelque chose de très austère, et encore une fois, c'est quelque chose qui peut faire décrocher le lecteur, parce que ça fait limite... comment dire, scénario pas terminé en fait. Hein. Donc c'est un texte très très austère qui ne nomme même pas ses personnages en fait. Hein. C'est-à-dire que le père c'est le père et le fils c'est l'enfant quoi. Hein. Et donc c'est à ce texte-là qu'on est vraiment confronté et à l'ardeur de tout ça quoi. Donc une question c'est est-ce que l'auteur il essaye de créer une distance avec les personnages que ces personnages ont dû prendre avec ces années d'errance et avec toutes ces horreurs auxquelles ils sont confrontés en fait. Je sais pas trop. Mais en tout cas, même avec peu de mots, McCarthy arrive à décrire toute l'horreur de ce monde, et c'est vraiment atroce ce qui se passe concrètement. Faut vraiment être accroché. Et c'est là le véritable tour de force du livre, et c'est d'ailleurs précisément ce point qui vous fera aimer le livre ou non. C'est-à-dire que c'est vraiment un parti pris. Il faut commencer ce livre en se disant que, ce sera très 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 austère, violent et minimaliste au niveau des dialogues, et que si on n'est pas prêt à affronter ça concrètement, ça vaut même pas le coup d'ouvrir le bouquin. Et donc c'est vraiment tout ça et cette ambiance de violence très froide qui s'en dégage. Comme je le disais au début de ma chronique, puisqu'on parle de l'Apocalypse, il y a de nombreuses références bibliques qui sont présentes, hein. Donc avec la notion pas très subtile de lumière et de feu par exemple, puisque tout au long du livre, le père ne cesse de répéter à son fils qu'ils sont les porteurs du feu, de la lumière, et qui est en opposition pour moi en tout cas avec les méchants, enfin avec les cannibales qui ont perdu leur humanité, et donc leur feu et leurs âmes. Le ciel est constamment couvert et il ne laisse plus passer la lumière, donc les feux du soleil, et ce feu qui symbolise la purification et le renouveau prouve bien que l'auteur pense que la renaissance d'une civilisation est possible, je pense, mais à quel prix et dans quelles conditions. Le livre distille aussi un manichéisme assez naïf. Au final, toutes ces notions là de biblique, tout ça, c'est vraiment... je pense que c'est au même niveau que le texte, c'est-à-dire que c'est pas très développé. On comprend le message, on comprend où l'auteur en va venir, mais il n'a pas le temps. Ou alors, je pense qu'il pouvait pas plutôt vraiment développer des grosses notions comme ça dans un livre aussi froid et aussi dur. Donc au final, c'est des notions assez naïves. Donc le bien, le mal, les gentils, les méchants. Et c'est les mots du livre que j'utilise là. Et la question ne se pose plus vraiment au fur et à mesure qu'on avance dans le roman.
L'enfant représente le futur, la reconstruction peut-être, et c'est sur ça que son père est toujours là, je pense, parce que après tout, on est en droit de se demander pourquoi au final ils se suicident pas. Ils ont un flingue au début du bouquin avec 2 balles. Ça aurait été tellement plus facile, et même c'est horrible ce que je suis en train de dire, mais ça aurait été tellement plus facile plutôt que d'affronter tout ça que que de mettre fin à sa vie au final. Donc, selon McCarthy, le renouveau ne se fera pas par les cieux, ni dans la mort, ni ailleurs, mais ici, sur cette terre, où l'homme se relèvera, ou pas, sur un parterre de cendres, et il est dit qu'une fois que l'homme aura accepté ce nouveau fonctionnement de vie, celui-ci pourra repartir. Mais je vous avoue que c'est pas facile de lâcher la barre quand même. L'enfant est aussi un symbole très fort dans le roman, puisqu'il est représenté vraiment dans toute sa pureté et encore une fois sa naïveté, et c'est parfois même agaçant de se dire qu'après tout ce temps passé à errer sur la route, et avec tous les dangers qu'ils affrontent, ils commencent pas un petit peu à percuter le principe de méchanceté, d'atrocité et tout ça. L'autre personnage important du roman, je dis personnage, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui fait partie du livre, c'est la route, forcément. Et c'est cette route que les personnages arpentent et qui est source de tous les malheurs et de toutes les peurs. Et c'est une image extrêmement forte, métaphoriquement, hein, aussi parce que cette route, ça sera aussi l'occasion pour eux de constater non seulement la chute de toute une civilisation, mais aussi d'une catastrophe écologique au final, parce que rien du tout n'a survécu. Et la nature a vraiment plus rien à leur offrir à part de la viande fraîche, mais c'est la viande de leurs semblables. Donc encore cette notion de... un gros dilemme, quoi. Et jusque-là, j'ai tourné autour du pot, mais au bout d'un moment, on va quand même falloir en parler, parce qu'en parlant de la route, on va forcément parler d'anthropophagie. C'est ce qui transpire aussi vraiment du roman. Donc McCarthy met le doigt sur beaucoup de scènes au sujet tabou, finalement, et ça nous touche forcément au plus profond de nous, puisqu'on tutoie littéralement l'abject, et l'abject, selon Julia Kristeva, c'est une femme de lettres française qui a écrit Le pouvoir de l'horreur, et elle nous dit, je cite, « Il y a dans l'abjection une de ces violentes et obscures révoltes de l'être contre ce qui le menace et qui lui paraît venir d'un dehors ou d'un dedans exorbitant, jeté à côté du possible, du tolérable, du pensable. C'est là, tout près, mais inassimilable. Ça sollicite, inquiète, fascine le désir qui pourtant ne se laisse pas séduire. Apeuré, il se détourne, écœuré, il rejette. » Et le lecteur sera confronté à ces scènes d'horreur vraiment absolues tout au long du livre, qui seront certes brèves et décrites en quelques mots, mais qui sont extrêmement marquantes. Et donc du coup, nous aussi, forcément, on est choqués par tous ces sujets vraiment inimaginables pour nous et auxquels on se projette facilement en se disant si vraiment l'apocalypse arrivait, comment je réagirais si j'étais face à tout ça, face à cette horreur absolue en fait. Mais la question que je me posais, c'est pourquoi est-ce que ce livre nous touche et nous obsède autant ? Et finalement, je pense que toutes les réponses sont là. Parce que ce livre nous touche car les personnages évoluent dans un monde redevenu primitif et qu'on est renvoyé vraiment à quelque chose de très animal, de très bestial, où la survie et la lutte sont au cœur d'une vie. Et vu qu'en général, nous, c'est bien au chaud et entouré de notre confort qu'on lit tranquillement nos petits bouquins, on peut dire que c'est une régression très sévère que le lecteur subit et qui nous est imposée en fait. L'accès à la bouffe n'est pas devenu dangereux, et la seule chose qu'on peut craindre et qui peut nous manquer cruellement au final dans les temps qui courent, c'est la pénurie de papier toilette en cas de pandémie mondiale, quoi. C'est vraiment notre seul... Même pour ça, il y a des solutions. Voilà, ouais, c'est sûr, mais ça devient dangereux quand même. Et donc pour le père et le fils, les liens sociaux ont littéralement été coupés. Donc le garçon n'a pas sa mère, et le mari n'a donc pas sa femme. Et c'est dans ce contexte d'isolation, avec le Covid et tout ça, moi personnellement que j'ai lu ce bouquin. Et je le déconseille quand même, parce que ça fout tout de suite un petit coup au moral. Donc attendez un peu, que ça aille mieux avant de lire le bouquin. Ouais, dans un an ou deux. Voilà, ouais, exactement. Mais gardez-le sous le coude.
Mais bon, quoi qu'il en soit, on arrive quand même à assister à ce décrochement des personnages par l'intermédiaire de flashbacks, qui sont bienvenus parce que du coup, même si on assiste à une chute, pardon, ça relance aussi l'intérêt du lecteur et ça nous permet de souffler un petit peu. Pour le reste, c'est quand même vachement raide. Hein. Mais c'est vrai que de voir ces personnages évoluer dans un tel état de misère et de cradosserie, vu que dans leur monde, les douches sont devenues un luxe, hein, bah moi personnellement j'ai eu l'impression qu'à la fin du bouquin, ma barbe elle avait poussé de 25 cm et que j'avais la sensation d'avoir toujours faim, tu vois, ou avoir toujours froid. C'est un truc de fou. C'est pour dire comment l'auteur arrive à plonger le lecteur dans le livre en fait. Donc, pour conclure, avec La Route, on a un roman vraiment éprouvant de ouf, hein, et c'est vraiment déprimant, mais horrible, et enfin c'est tout ce qu'il y a de pire en vérité, je pense, que l'auteur nous impose avec sa lecture. C'est un livre vraiment pas facile d'accès, et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, j'ai compris pourquoi ce livre avait fait polémique entre gros guillemets, et pourquoi il était vraiment soit adoré, soit vraiment détesté au plus haut point. Mais quoi qu'on puisse en dire, c'est que bah voilà, on est imprégné et on est touché vraiment profondément par ce livre. Mais au final, si c'est si dégoûtant, si dégueu, si voilà, qu'est-ce qui nous fait rester au final? Parce que bah voilà, si c'est une sorte de voyeurisme malsain, si c'est la morbidité latente ou le danger, alors moi je pense que oui, concrètement, enfin pour ma part, hein, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, pardon. Mais c'est surtout, quand on analyse bien le bouquin, et une fois qu'il est dépouillé de tous ses attributs vraiment extrêmement forts, il nous reste quand même, et là ça va peut-être vous faire marrer, mais il reste quand même un message d'amour, pour ma part, infini. Parce que ce qu'il en reste, une fois qu'on a enlevé toutes ces horreurs et ces atrocités, c'est le message d'amour qu'un père a pour son fils. Et l'espoir qu'il place en lui. J'en ai pratiquement pas parlé donc au long de la chronique, mais pour ma part en tout cas, voilà moi ce qui m'a véritablement fait rester et accroché au ce bouquin. Et en fait, et qui m'a aidé à aller au-delà de toutes ces atrocités. Et on retombe finalement donc sur des valeurs religieuses, même si c'est des valeurs humaines hein, en fait au final, mais qui ont forcément été influencées par la religion. Donc, chers auditeurs, je vais pas vous encourager à le lire, enfin je vais pas vous dire s'il faut que vous le lisiez ou pas, vraiment, parce que je veux pas avoir cette responsabilité, en fait, de vous imposer ça. Donc lisez-le si vous le sentez, ou ne le lisez pas, mais quoi qu'il en soit, je pense que pour ceux qui décideraient de franchir le pas, je peux que vous dire quelque chose, c'est bon courage. Et accrochez-vous. Voilà, parce que je pense que quand on arrive à aller au-delà de tout ça, c'est vraiment un message très fort et intense, qui nous donne en plus de ça à réfléchir sur notre futur, sur notre condition, en fait, au final. Donc voilà. C'était ma chronique un peu pessimiste, hein, mais bon, on reste un peu dans le... Bah, c'est vrai que moi, c'était très positif. C'est sûr. Dans un autre genre, mais là, c'est vraiment de la brutalité. Enfin, on peut vraiment se projeter dans ce livre, parce que finalement, bah voilà, il n'est pas question de magie, il n'est pas question de trucs comme ça, c'est vraiment quelque chose de terre à terre, avec des choses qui peuvent arriver, finalement. Bah, justement, c'est peut-être ce truc-là qui fait que... Enfin, où on peut sentir peut-être l'influence d'Ursula Le Guin, surtout vis-à-vis des thèmes profonds du texte, par rapport à ce père qui voit dans son fils l'avenir et qui essaye de lui permettre de vivre, tout simplement, parce qu'il, comme tu as dit au début, ils auraient pu régler le problème très simplement dès le départ. C'est ça. Et je pense que c'est peut-être là où on peut voir l'influence d'Ursula Le Guin sur, globalement, on va dire, les littératures de l'imaginaire, ce qui se faisait pas trop avant elle, mais là je m'avance pas non plus trop, parce que c'est quand même un champ assez large, sur vraiment des... Elle parle de choses
qui touche l'être humain vraiment dans ce qu'il y a de plus essentiel. Et c'est peut-être ce truc-là qu'on retrouve dans La Route, finalement. C'est l'univers a beau être passionnant, même si c'est une fascination morbide, comme tu as dit. Finalement, ça nous parle parce que ça parle d'humain, de ce qu'on est, ouais. plus profondément de nous Exactement. en tant qu'être humain et de notre condition humaine, comme tu l'as dit. Et je pense que c'est là peut-être qu'on peut voir son influence. C'est ça, parce que du coup, suite à ta chronique des tombeaux d'Atuan, si je me souviens bien, j'avais entamé la trilogie. Et donc, j'ai terminé il y a peu de temps le premier tome. Le sorcier de Terre-Mère. Oui, tout simplement, en même temps. Et c'est vrai que, bon, je pense que, sans vraiment spoiler, je vais le chroniquer. Parce que concrètement, c'est un truc qui m'a vraiment touché aussi, parce que c'est un roman initiatique, parce que ça touche à quelque chose d'essentiel à l'humain, c'est-à-dire la mort aussi, à l'angoisse, enfin tout ça, enfin beaucoup de choses en fait. Et moi, c'est le genre de roman que j'aime beaucoup, parce que voilà, ça nous renvoie directement à nous, et ça nous donne des gros questionnements. Ouais, et c'est pas quelque chose qui était évident en fantasy à l'époque. Hein. En science-fiction, un peu plus, mais en fantasy... ouais, bien sûr, ouais. Et j'avais une dernière question. Si ma mémoire est bonne, le film Je suis une légende est inspiré de La Route. Non. Non. Je suis une légende est inspiré de Je suis une légende, et le film La Route est inspiré de La Route. Ok. Ouais. Alors, pour ma part, très bonne adaptation. Hein. Simplement, la seule différence qu'il y a, d'ailleurs, c'est avec Viggo Mortensen. Ah mais si, je suis con. Bah oui, je l'ai vu. Voilà. Et donc, la seule différence, en fait, c'est que c'est une petite fille au lieu d'être un petit garçon, si ma mémoire est bonne. Mais pour le reste, c'est une super adaptation, et on arrive vraiment à retrouver l'oppression du bouquin dans le film. Ok, ouais, donc pour toi, c'est plutôt une bonne adaptation. Oui, carrément. Alors après, ils ont pas pu tout mettre pour le politiquement correct, parce que vraiment, quand je dis qu'il y a des scènes atroces dans le livre, c'était pas des trucs faisables, à moins de tomber vraiment dans le film de genre, et là, ça aurait été interdit aux moins de 18 ans, je pense. Mais pour le reste, en tout cas, pour ce qui est de la globalité de l'histoire, des événements marquants du bouquin, et des questionnements, on y est. Ok. Bah écoute. Voilà, donc pour ceux qui voudraient revoir le film, en tout cas, je le conseille vivement. Et Je suis une légende, d'ailleurs, et pas dégueu non plus. Ouais, mais je sais pas pourquoi, j'ai pensé à celui-là, il m'a peut-être plus marqué, je sais pas. Peut-être, ouais. Puis il y a un peu cette idée de personnages, enfin très peu de personnages dans un monde hostile. Mais oui, en fait, ils sont pas du tout pris dans la nature a glacé, repris. donc, ouais. Je pensais que c'était une transposition, pas du tout. toi, mais pas du tout. Ouais, le pire, c'est qu'en plus, je vois la couverture du bouquin. Tu vois, dire à quel point je dis ça sans réfléchir. Ouais, ça arrive de confondre. Hein. Bon, et bien sur ça, on arrive à la fin de notre épisode. Ouais, bah du coup, comme d'habitude, on est dispo sur toutes les plateformes de podcast possibles et imaginables. Enfin, certainement qu'on en loupe, mais bon. Voilà, non mais pour le gros du truc, oui, toujours sur YouTube aussi. Sur YouTube, ouais. On a toujours notre Facebook, si vous voulez faire un tour. Bah voilà. Comme on avait déjà teasé qu'il y aurait du changement graphique. Il devrait arriver. C'est en cours. Voilà, c'est en cours. Et puis voilà, hein. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour, donc du coup, on se retrouve dans 2 semaines au coin du feu. Oui, c'est ça. Et puis d'ici là, lisez bien, lisez beaucoup, et lisez de qualité surtout. C'est le plus important, ouais. Voilà, c'est ça. Et bien, dans 2 semaines, tout le monde.